Bon, je vais commencer par quelques annonces. Alors, tout d'abord, bienvenue et merci de redémarrer cette saison avec nous pour cette première séance avec Alain Chevarin, dont je vous dirai quelques mots tout à l'heure, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Samedi, déjà, il y a 2 manifestations place de Jaude. Une à 11h, on va dire contre le gouvernement Macron-Barnier, et une autre à 15h pour toujours la situation des Palestiniens à Gaza. Voilà. Ensuite, je vais vous annoncer les 2 prochaines conférences. Celle du vendredi, attention, c'est pas un jeudi, du vendredi 27 septembre, organisée par les amis de l'UMA, dans cette salle aussi, avec Michel Dias, et qui s'intitule La citoyenneté qui vient. Michel Dias est prof agrégé de philo, et je crois qu'il vit en Limousin. À Aubusson, en Limousin. Et puis le jeudi 17 octobre, alors organisé par les amis du Temps des Cerises en coopération avec la Libre Pensée, nous recevrons Noël Monin qui a contribué à un ouvrage collectif qui s'intitule « Laïcité, discrimination, racisme, les professionnels de l'éducation à l'épreuve ». Alors, aujourd'hui, nous recevons Alain Chevarin, qui est professeur de lettres agrégé à la retraite, depuis peu. Hein, quelques années, quoi. Quelques années, et qui a déjà rédigé un certain nombre d'ouvrages en relation directe avec l'extrême droite. Est-ce que, moi je ne me souviens pas de tous les titres exactement, mais ils doivent être au début. Alors, en 2013, Fascinant, fascisant, une esthétique d'extrême droite. En 2020, Lyon et ses extrêmes droites. Et tu m'as dit un sur l'école et l'extrême droite, ça c'est lequel? Il n'est pas là. Ah, il n'est pas là. Et alors, je ne le connais pas, celui-là. Oui. Et pardonne-moi, mais je n'ai pas toute la biographie en tête. Au mi-temps des années 80, et puis dans les années 90, la montée des idées d'extrême droite à travers le Front National de Jean-Marie Le Pen, elle est patente. En 86, il y a 35 députés du FN qui rentrent à l'Assemblée nationale. Mais encore à ce moment-là, leurs idées rencontrent une réputation assez générale dans la classe politique, les médias, pas uniquement. Vous vous souvenez, en 1989, par exemple, dans la jeunesse, il y a un groupe de punk rock alternatif, les Berruriers Noirs, qui lance un slogan à travers une chanson qui s'appelle « La jeunesse en mer de Front National », slogan que l'on entend encore vivre et répéter dans les manifestations antiracistes, antifascistes aujourd'hui, et c'est tant mieux. La loi du 13 juillet 89, alors peut-être que tu vas me corriger là, parce que c'est dite la loi Guesso, du nom du député communiste qui l'avait promulguée, enfin fait voter, interdit je crois à travers son article 9, tout propos négationniste, révisionniste, etc. La même année, en 90, à la suite de l'appel de 250, je ne sais pas si ça résonne chez vous, l'appel de 250, eh bien, Alain, avec d'autres camarades clermontois, dont je fais partie, on organise
le groupe Ralfron à Clermont avec sa revue éponyme, et on organise différentes manifestations, etc. Et on reçoit aussi des auteurs qui s'intéressent à l'extrême droite. Alors je me souviens de René Monza, journaliste du Monde, de Anne Tristan, qui avait fait un bouquin de témoignages sur son infiltration du Front National à Marseille, au front. Et puis aussi Maurice Rachefus, ce merveilleux militant que vous connaissez probablement. Et à cette époque-là, du fait de différents dispositifs, de l'opposition dans le milieu journalistique, etc., le Front National va chercher à contourner un peu cette espèce d'intermédiaire naturel que sont les journalistes et les médias, et pour essayer de toucher le public et de manière directe. Alors ils vont mettre en œuvre différents dispositifs. Par exemple, donc on est dans les années 80, 90, parce que bon, grosso modo, Le Pen, on en entend parler en 1984, il me semble, après l'heure de vérité à la télévision avec François de Virieu. Et donc, dans un premier temps, ils vont envoyer des cassettes vidéo, alors bien planquées dans des blisters opaques, etc., pour pas que le facteur se rende compte que le monsieur ou la dame à qui il emmène cette vidéo est à l'extrême droite, parce que c'est très mal vu. Ensuite, ils mettent en place un service téléphonique qui s'appelle Radio Le Pen, et qui est payant. Et là, en appelant, on peut avoir des informations sur le fonctionnement du parti, sur son programme ou des éléments de programme, sur des prises de parole de Jean-Marie, etc. Après le service téléphonique, ils vont lancer une plateforme Minitel. Il faut dire à l'époque qu'aucun parti ne fait ça. Une plateforme Minitel qui s'appelle 3615 Natio. Et puis il va y avoir des déclinaisons, 3615 FN, 3615 Jean-Marie Le Pen, etc. Et tout. Dans les années 90, eh bien, c'est l'Internet qui devient grand public au milieu à peu près des années 90, au plus tôt. Et là, leur communication va complètement se transformer et leurs idées vont s'étendre et être visibles de plus en plus. En 96, c'est le premier parti politique à créer un site web, quelque temps avant les Verts. Ce sont vraiment les tout premiers. Cette période, on va dire fin des années 90 jusqu'à 2015, grosso modo, là c'est la montée en puissance et en parallèle d'Internet et de l'extrême droite sur le net, que nous on appelle, après d'autres commentateurs de la vie politique et des journalistes, la fachosphère, mais que eux appellent la réinfosphère, qui est une sorte d'abus, de mensonge présomptueux. Et en même temps, alors ça, je crois que c'est ton préfacier, peut-être que tu pourras en dire un mot, je crois que c'est là, je l'ai lu ou ailleurs, mais en tout cas, il y a assez peu d'études sur l'usage du net par les extrêmes droites. Alors pourquoi les extrêmes droites, tu pourras en dire un mot. C'est pas seulement le Front National, mais c'est aujourd'hui une nébuleuse assez diverse et étendue. Et en tout cas, Alain s'est attelé à cette tâche depuis de longues années. Et moi, j'ai lu le livre là tout récemment. C'est un livre extrêmement bien documenté. C'est dense, c'est riche, c'est pas ennuyeux du tout. On apprend plein de choses. Et surtout, je pense que nous avons besoin de le lire pour pouvoir, nous-mêmes de notre côté, inventer des parades à tout ce que fait l'extrême droite contre nous. Alors quand je dis nous, c'est pas uniquement les gens qui sont dans la salle, mais contre le peuple français. Donc le livre d'Alain, vous l'avez vu, s'intitule « Avant les fake news, l'emprise de l'extrême droite sur le net ». Et
nous avons le plaisir de le recevoir ce soir pour qu'il nous présente ce gros et beau travail. C'est à toi. Eh bien, merci Jean-Claude. Alors, bon, tu as déjà évoqué un certain nombre de choses que je vais développer. Pourquoi ce livre, justement? Parce que on constate, puis la presse en parle fréquemment, que les idées des extrêmes droites ne sont plus du tout considérées comme gênantes ou tabous ou quoi que ce soit. Bien au contraire, on peut dire qu'elles sont pas loin d'avoir la majorité dans l'opinion en France. Et ça, c'est quelque chose qui mérite d'être analysé, justement, d'être expliqué. Si on repart un petit peu en arrière, il y a 20 ans, 22 ans, quand le père Le Pen arrive au second tour de l'élection présidentielle, il y a des milliers de personnes dans la rue à Clermont le soir même. Bon. Actuellement, ça fait une série d'élections dans lesquelles Marine Le Pen arrive en tête, arrive au second tour en tout cas, hein. Et puis on compte facilement les gens qui manifestent dans ce cas-là. Donc il s'est passé quelque chose. Ce serait facile de dire, oui, c'est ce qu'on entend parfois, hein, d'ailleurs dans certaines presses, c'est un processus de fascisation de la société. Oui, on peut dire tout de suite non. Le Rassemblement national, en 2022, sa candidate fait 13 millions de voix aux élections, second tour. Ils ont moins de 50 000 adhérents. Donc on ne peut pas dire que la société s'est fascisée, ni même que tous ceux qui votent pour le Rassemblement national sont des fascistes convaincus, et même sont des gens d'extrême droite. Il faut trouver une autre explication. Comment ça se fait qu'ils acceptent ils aillent voter pour ce parti-là, tout en disant oui, non, mais nous, on n'est pas d'extrême droite, quoi. En gros, c'est pas une majorité des gens qui reconnaissent, quand on les interroge, qui reconnaissent être d'extrême droite, ou a fortiori, si on emploie le mot fasciste, que personnellement j'emploie pas, parce que c'est autre chose. Donc, comment ça peut expliquer que alors on dit, c'est les réseaux sociaux, c'est la presse, c'est etc., etc. Bien entendu que ça joue un rôle. Mais ça suppose, on ajoute tout de suite après, les gens ils sont bêtes, alors ils se laissent avoir parce qu'il y a sur les réseaux sociaux, et puis, oui, mais les gens ils sont ni plus ni moins bêtes qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Donc ça ne marche pas non plus comme explication, ou ça ne peut pas suffire en tout cas. Une autre explication qui me paraît beaucoup plus importante, c'est que les extrêmes droites ont, depuis en gros un quart de siècle, mis en œuvre une stratégie délibérément pour arriver à séduire l'opinion publique sans même parler de partis d'extrême droite, etc., etc. Il faut remonter pour comprendre ça un peu plus haut, chronologiquement, c'est-à-dire que dans les années 60, au tout début des années 60, l'extrême droite, c'est quand même assez peu de temps après la Seconde Guerre mondiale. L'extrême droite n'a pas une aura formidable dans le pays, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas très bien vu. Bon. Et les penseurs d'extrême droite, certains en tout cas, en particulier un
qui est un personnage très important pour ce que je vais dire après, c'est Dominique Vénère. Dominique Vénère, c'est ce militant d'extrême droite qui s'est rendu connu du public il y a 12 ans en se suicidant dans la cathédrale de Paris, de façon très spectaculaire, pour réveiller justement l'extrême droite qui s'était assoupie, d'après ce qu'il disait. Et qu'est-ce qu'il dit dans les années 60 ? À ce moment-là, il est en prison pour son soutien à l'OAS, l'organisation armée secrète qui luttait contre les gaullistes et pour défendre l'Algérie française. Et il écrit quoi ? L'extrême droite qui se cherche, qui veut vaincre politiquement, avec un programme, avec des partis, etc., elle a perdu en 1934. Au moment où des émeutes de 1934 qui ont failli prendre effectivement l'Assemblée, etc., mais qui ont échoué. En 1940, bon, oui, mais en 1940, bon, ça s'est mal terminé. On ne peut pas dire que ça a été une réussite non plus. En 60, 61 et 62, au moment où les extrêmes droites cherchent, débarquant, vous vous rappelez, vous connaissez ça, l'extrême droite veut tenter un coup d'État, et donc partant d'Algérie, où ils sont nombreux, les militaires d'extrême droite débarquent en Corse, essaient de débarquer en France sur le continental. Ça ne marche pas, donc c'est un échec. Et Dominique Vénère dit, tant qu'on restera dans cette stratégie-là, on perdra. Parce que les gens ne sont pas prêts à avoir un parti fasciste à leur tête, ils ne sont pas prêts à avoir quelqu'un qui raisonne uniquement en termes franco-français, sans tenir compte de ce qu'il y a autour, etc. Et donc il va développer l'idée que, en fait, il ne faut pas procéder comme ça, il faut mener une guerre culturelle, au lieu de mener simplement une guerre politicienne ou une guerre violente, une guerre par les armes. Il faut mener une guerre culturelle pour essayer de changer l'état d'esprit des gens, discrètement, doucement. Pour essayer, dit-il, il faut arrêter de faire ce qu'on a fait jusque-là, il ne faut plus se battre par la force, mais par l'astuce, par la ruse. Et donc, mener une guerre culturelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je vous donne une brève citation, il faut une organisation sans hiérarchie, sans délimitation territoriale, on est loin du système du parti, avec sa hiérarchie justement, etc., mais des membres qui fassent rayonner notre enseignement suivant leurs capacités, suivant leurs affinités. Cela signifie que chaque membre ait l'obligation de militer dans une activité civique, une activité sociale, une activité politique ou une activité culturelle pour obtenir une influence sur les autres personnes, sur la population. Donc, cette optique-là, ça veut dire aussi qu'il faut arrêter de mettre en avant un programme politique. Parce que ça ne marche pas. Ça n'a pas marché jusque-là. Donc il faut développer, pour influencer les gens, il faut développer ce qu'ils appellent la métapolitique. C'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre justement de la culture, du civisme, du sociétal, etc. Et on va jouer sur ce terrain-là jusqu'à ce que les gens se disent que finalement, on dit des choses intéressantes, jusqu'à ce qu'ils soient influencés. Et à ce moment-là, quand une majorité de la population sera influencée par les idées d'extrême droite hors du système politique, justement, le pouvoir y tombera tout seul. Et un certain nombre de... il distingue donc ce qu'il appelle les nationaux. C'est pas par hasard que le Front National s'appelle Front National. Et ce qu'il appelle lui, ceux auxquels il croit, c'est les nationalistes.
il crée ces deux mots pour distinguer, en gros, justement, ceux qui, comme lui, pensent qu'il faut mettre en avant l'aspect culturel, et puis ceux qui vont continuer dans l'aspect politique. Ceux qui le suivent dans cette démarche-là, c'est essentiellement ce qu'on appelle la nouvelle droite, avec des gens comme Alain de Benoît, par exemple, qui crée ce qu'il appelle le GRES, le Groupement de recherche et d'études sur la civilisation européenne. Oui, parce que notre des aspects complémentaires, évidemment, c'est que un des reproches que faisait Dominique Vénère à la politique précédente d'extrême droite, c'était de rester concentré sur la France. Au lieu de se battre pour gagner le pouvoir en France, il faut défendre la civilisation européenne. Alors quand on dit civilisation européenne, il faut comprendre évidemment civilisation blanche des Européens. On n'est pas très loin d'ailleurs, il fait attention dans ce qu'il dit, parce qu'on n'est pas, et ce qu'ils disent ensuite, parce qu'on n'est pas très loin des idées nazies, avec la prédominance des peuples du Nord, les Germains, les Vikings, etc., ou les Celtes en ce qui nous concerne. Donc, il faut défendre cet aspect de civilisation, et non plus rester fermé là-dessus. Donc, défendre un aspect culturel, tout ce qui est métapolitique, justement, de façon à prendre l'influence sur la population. Et ce qu'on peut dire, c'est que justement, alors à la suite de ça, je vous dis, il y a la Nouvelle Droite, c'est 1968, la création de la Nouvelle Droite à Lyon, par Alain de Benoît, Dominique Vénère, un certain nombre d'autres. À la suite de ça, en découlent, si vous voulez, deux courants qu'on connaît mieux par ces noms-là maintenant, c'est-à-dire les identitaires, qui se réclament d'une identité européenne, justement, n'est-ce pas ? Et ceux qui se baptisent les nationalistes révolutionnaires, pour se distinguer justement de partis comme le Front National ou d'autres. Et c'est ce qu'on retrouve actuellement dans la situation des extrêmes droites actuelles. On a actuellement un parti qui mène une bataille, en se voulant en plus avec Marine Le Pen beaucoup plus propre qu'avec son père, dédiabolisé, mais qui mène une bataille politique, électorale, essentiellement. Et à côté de ça, toute une série de courants, de groupuscules, etc., qui représentent les autres courants, justement, les courants dits nationalistes ou identitaires. Mais ce serait trop simple de voir les choses comme étant complètement séparées. Parce que c'est bien évident que tous ces courants d'extrême droite, que ce soit le type national, Front National, ou que ce soit les autres courants identitaires, etc., tous ces courants, ils arrivent à s'entendre de temps en temps, et puis à partir du moment où le Front National, Rassemblement National maintenant, mais c'est la même chose, est devenu un parti important, est devenu quasiment hégémonique, ce qui n'était pas au début, mais à partir, comme tu le disais tout à l'heure, à partir des années 80, en gros, quand il commence à devenir hégémonique à l'extrême droite, son rôle va être double par rapport aux autres groupes. C'est soit de les absorber, de les faire venir, parce qu'une fois qu'ils sont à l'intérieur, ils feront moins entendre leur voix, parce qu'ils sont quand même des rivaux au niveau stratégique. Soit de les rejeter, au contraire, de les combattre. Si on regarde actuellement, par exemple, la quasi-totalité des dirigeants, depuis au moins, disons les 15 dernières années, des dirigeants identitaires, sont tous passés par le Front National, ou par le Rassemblement National, quand je dis Front National, comprenez les deux, bien sûr. Ils sont tous passés, à un moment ou un autre, par le Rassemblement ou le Front National. Ils y sont restés quelques mois. Soit ils se sont calmés, ils sont moins identitaires, soit ils sont
ils ont été évacués, soit... Enfin, bon, par exemple, quelqu'un qui était un des créateurs principaux du bloc identitaire et des générations identitaires et tout ce qui a suivi, c'est-à-dire Philippe Verdon, il commence par être le numéro 2 de Marion Maréchal quand elle était encore dans le midi de la France et qu'elle se présentait aux élections en tant que Front National, bien sûr. Donc, là, tout en se réclamant des identitaires, hein, il est en même temps le chef des identitaires, mais il est associé au Front National. Quelques années après, sous l'influence notamment de Marion Maréchal, il devient même un membre du bureau national du Front National, tout en défendant les identitaires, puisqu'il en fait partie. Après, au moment où il y a le début des scissions entre Marine Le Pen et puis sa nièce Marion Maréchal, où ça commence, Marine Le Pen va évacuer Verdon. On lui fait comprendre qu'il n'est plus désiré. Donc, il repart. Et puis, il revient. Parce que, au niveau électoral, dans le midi de la France en particulier, on a un peu besoin de lui. Et donc, il va finir par arriver à être dans les équipes dirigeantes de nouveau du Rassemblement national maintenant. Et si vous avez par hasard regardé les actualités d'extrême droite la semaine dernière, il était actuellement conseiller parlementaire, hein, du Rassemblement national. Marine Le Pen vient de décider de le virer. Donc vous voyez, on a sans arrêt ce jeu-là. C'est-à-dire qu'il faut évidemment, c'est pour ça que je parle en général des extrêmes droites, parce qu'elles sont multiples, elles sont capables y compris de se battre entre elles, mais elles ont suffisamment de points communs pour qu'il y ait ces échanges-là, pour qu'il y ait ce mélange-là, etc. Et ce sont tous ces groupes identitaires ou nationalistes révolutionnaires qui ont mené la bataille pour défendre la guerre culturelle, pour défendre la métapolitique, pour défendre tous ces aspects-là. Mais ils ont mené la bataille aussi à l'intérieur du Front National, quand ils y étaient. Ce qui explique que, même si, en théorie, le Front National se veut un parti politique, structurel, ancien, etc., il a quand même un certain nombre il intervient aussi dans un certain nombre d'éléments sociétaux, par exemple sur des problèmes de société, sur l'avortement, sur plein de sujets comme ça, en essayant en plus de que ce soit pas trop lié à son programme. Il faut que ce soit réellement des problèmes de société du moment. C'est ça la métapolitique, c'est se rendre indispensable en quelque sorte en parlant de choses qui intéressent les gens. Quitte éventuellement à ne mettre son programme politique de côté. Rappelez-vous comment le Front National, qui au début était, par exemple, contre l'Europe, maintenant on n'en parle plus au Front National. On se présente aux élections européennes, etc. Le Front National était plutôt anti-américain, maintenant c'est fini. Ils étaient au départ sur une ligne anticommuniste, c'est un secret pour personne qu'ils ont des accointances avec Poutine, etc. Même si Poutine n'a plus grand-chose de communiste. Mais c'est quand même une certaine logique. Donc, vous avez tout ce travail-là qui aboutit d'une certaine façon au fait que, à force d'entendre répéter des idées qui peuvent séduire comme ça, des idées qui sont présentées comme étant de bon sens, vous avez plein de gens qui sont peu ou pas du tout politisés, et qui se disent, tiens, il y a Marine Le Pen qui a dit telle chose, ou bien il y a, dans une ville comme Lyon, par exemple, où les identitaires interviennent beaucoup, où ils sont très présents, ils ont des centaines de militants qui interviennent sans arrêt à Lyon,
Par exemple, le slogan des identitaires, c'est « Défends ta ville ». Oui, pourquoi on ne défendrait pas notre ville? Oui, c'est pas donne ta ville à l'extrême droite, c'est pas ça, c'est défends ta ville, parce qu'elle est menacée par toutes sortes de choses. Les immigrés, bien sûr, mais pas que, en plus. Et ça, dans la population, ce que sont parfois certains quartiers, etc., les gens sont sensibles à ça. Et donc, on arrive à une situation où vous pouvez avoir des quantités de gens qui pensent extrême droite sans savoir que c'est extrême droite d'une certaine façon. Alors, il ne faut pas les innocenter non plus. Il n'y a pas que des gens qui sont séduits comme ça, il y a aussi ceux qui sont séduits parce qu'ils sont franchement racistes, parce qu'ils sont franchement anti-homo, parce que, etc., hein, bien sûr. Mais il y a quand même toute cette influence-là depuis, en gros, 50 ans, qu'une partie de l'extrême droite milite pour ça. D'une certaine façon, j'allais dire, vu qu'on ne les a pas arrêtés avant, c'est un peu normal qu'ils aient avancé, qu'ils aient progressé. Parce que jusque-là, on ne s'en est pas tellement soucié. On se souciait parfois, jusqu'en 2002, on se souciait parfois du Front National. Les autres, bon, on s'en souciait pas trop. Donc, voilà, si vous voulez, la logique de la chose. Et à partir de... Pourquoi dans mon livre, je me suis consacré uniquement aux années, en gros, 2000-2015. Hein, les premières années, je n'ai pas pris les périodes actuelles, c'est-à-dire celles qui sont avant que l'idée de fake news apparaisse. C'est 2016, et les fake news, c'est Trump qui lance ça. Donc, j'ai pris cette période-là. Pourquoi? Parce que dans cette période, il se passe quelque chose d'important. Tu l'as un peu évoqué d'ailleurs tout à l'heure dans ta présentation. C'est justement les réseaux sociaux qui apparaissent, toutes les formes de réseaux sociaux qui se développent. Et ça devient extrêmement essentiel pour les extrêmes droites, justement. Alors, d'abord, surtout, le Front National, il a de l'avance là aussi, mais il a de l'avance au niveau de son site Internet. Hein. En 1996, effectivement, personne n'en a encore. Il faudra attendre une décennie pratiquement pour que la gauche ait des sites Internet, mais en 1996, ils en ont déjà créé un. Mais ça reste relativement classique. C'est un site où ils donnent la bonne parole, où le parti s'exprime. Ils ont leur presse, qui ne marche pas terrible. En 2002, Le Monde titre un de ses articles « La presse d'extrême droite peine à sortir de la confidentialité ». Effectivement, pour lire la presse d'extrême droite, il faut aller l'acheter ou être abonné, enfin il faut la connaître déjà. C'est-à-dire qu'il faut être d'extrême droite pour lire la presse d'extrême droite, pratiquement. Ou être comme moi, quelqu'un qui cherche à écrire sur eux. Mais ça fait peu de monde. Il y a quelques milliers de personnes qui lisent Minute, qui lisent National Hebdo, qui lisent, etc. Enfin, c'est tout. Donc ça ne va pas très loin. Et à partir du moment où les réseaux sociaux se créent, l'intelligence, malheureusement pour nous, mais bon, l'intelligence de l'extrême droite identitaire révolutionnaire, hein, c'est de s'emparer immédiatement des réseaux sociaux, d'inonder les réseaux sociaux. Facebook est créé en 2005, Twitter 2004, sauf erreur. Bon, c'est-à-dire que jusque-là, ça n'existait pas. 3 ans après, il y a plus de 400 réseaux, sites, etc., qui sont aux mains de l'extrême droite. C'est-à-dire que ça va très vite. Et ils développent largement leur pensée autrement, parce que sur les réseaux sociaux, n'importe qui peut se connecter facilement et aller lire justement tout ça.
ils sont pas stupides non plus, les gens d'extrême droite, les identitaires par exemple. Ils se présentent pas comme voilà un réseau social d'extrême droite. Évidemment, ils font de la métapolitique là aussi. C'est-à-dire qu'ils vont faire un réseau social sur ce que vous voudrez, les femmes, sur la petite enfance, sur etc. Et là-dedans, ils développent quoi? Ben, évidemment, les idées extrême droite. Mais on ne le sait pas forcément quand on se promène par hasard sur les réseaux sociaux et puis ou sur Internet et qu'on trouve un truc intéressant. Si on n'a pas la curiosité d'aller chercher qui c'est celui qui écrit ça et qui fait son travail là-dessus, souvent anonyme, on ne sait pas. Et on peut trouver, y compris même dans ce qu'il raconte, des choses intéressantes. Par exemple, alors, pour avoir une idée en 2005, c'est-à-dire tout de suite après, l'extrême droite identitaire, Fabrice Robert, crée une agence de presse, Novo Presse, qui sera gérée par une trentaine de bénévoles, anonymes donc, qui est sous la direction d'un site que vous connaissez peut-être si vous vous intéressez à ça, c'est François de Souche, qui reproduit toutes les informations d'extrême droite en général, qui a pour rédacteur en chef un cadre du Rassemblement Bleu Marine de Marine Le Pen. Vous voyez, quand je vous disais que c'est pas parce que c'est un identitaire qui écrit ça qu'il va pas prendre un cadre de Marine Le Pen de Marine Le Pen non, à l'époque en 2005 c'est pas encore Marine Le Pen, si c'était déjà le Rassemblement Bleu Marine. Elle était numéro 2. Et très vite, un an après, il a 300 à 500 000 visites par mois, c'est-à-dire 10 à 15 000 par jour. De tas de gens, dont une grande partie, dont une partie évidemment sait pourquoi elle va sur ce site-là et sur ces réseaux-là, mais dont une partie, évidemment, n'est pas forcée savoir que celui qui l'a créé, Fabrice Robert, je ne sais pas si vous en avez beaucoup entendu parler, c'est une pointure, c'est le fondateur pratiquement en France des identitaires, mais depuis 50 ans. Mais à part ça, il est quasiment inconnu. Donc même si quelqu'un cherchait un petit peu ce que c'était que cette agence de presse, et puis c'est pas très parlant quand même, hein. N'empêche qu'ils sont là. Et qu'ils ont 10 000 connexions par jour. Et ça va durer comme ça, y compris d'ailleurs, ça marche tellement bien que leurs articles sont repris sur Google Actu. Quand vous ouvrez votre ordinateur, vous avez Google qui envoie des actus. Jusqu'en 2023, les actus de Google venaient aussi de ce site-là. C'est encore plus compliqué de savoir que quand vous allez sur Google, pourquoi ce serait spécialement des trucs extrêmement fachos. Bon, vous voyez, comment ça fonctionne. Et par-dessus le marché, une deuxième chose intéressante, alors je vous donnerai d'autres exemples, mais oui, je sais, il ne faut pas que je prenne trop de temps non plus. Un des intérêts de tous ces réseaux Internet et sites comme ça, c'est qu'ils permettent une interactivité. Tous sont développés en même temps. Bon, leurs membres, ceux qui tiennent le réseau, écrivent dedans, bien sûr, mais c'est ouvert aux commentaires. On peut y intervenir, on peut commenter. C'est-à-dire que ça crée l'impression, quand vous allez acheter un journal d'extrême droite, vous le lisez, puis vous êtes tout seul dans votre coin, en général.
ou d'extrême gauche, c'est pareil. Quand vous êtes sur un réseau ou sur un site, etc., vous avez l'impression de participer vous aussi, d'apporter quelque chose. Vous avez l'impression qu'il y a une confrontation entre ce que vous dites et puis ce que peuvent dire les autres. Et puis qu'il y a un tel, ça vaut le coup qu'on le soutienne parce qu'il dit quelque chose qui me plaît bien. Et puis un tel qui... moi je vais le descendre, puis je vais lui dire ce que j'en pense. Je vais dire que c'est dégueulasse et que je suis pas d'accord. Et puis, on intervient. Et on se fait happer aussi. D'autant plus que, évidemment, dans la mesure, pensez à ce que disait Dominique Vénère, il faut agir par l'astuce et la ruse et pas par la force. Vous avez sur ces réseaux-là des équipes qui travaillent, des équipes d'extrême droite qui travaillent, évidemment. Pour donner une idée, un petit parti, on peut dire presque un groupuscule, comme l'UPR d'Asselineau, qui avait été candidat dans la région en plus il y a quelques... il y a une dizaine d'années, il a annoncé qu'il avait une équipe de 100 personnes qui étaient consacrées à ça, à faire fonctionner ses sites, parce qu'il y en avait plusieurs, évidemment. Alors vous imaginez si un groupuscule comme ça, même en admettant qu'il ait exagéré, que ce soit faux et qu'il en ait que 50, mais enfin bon, même vous imaginez ce que ça représente, pour un parti important, genre Front National, ou même pour les groupes identitaires qui ont des centaines de militants. Donc, on a cet aspect-là qui permet d'attirer justement, en plus, ils ont des tactiques là aussi. Ce qui explique ceux qui tiennent ces réseaux-là, ou même quelqu'un comme Jean-Yves Le Gallou, par exemple, qui est passé partout, qui était au Front National, puis qui est passé chez lui tout seul, son site, et puis qui maintenant a rejoint Reconquête. Bon, il explique la même chose. Dans ceux qui interviennent, dans les 10, 50, 100 ou plus personnes qui sont chargées d'écrire pour l'extrême droite sur le site, il y a deux sortes de profils. Il y a ceux qu'ils appellent les profils réguliers, c'est-à-dire celui qui va répéter toujours les mêmes choses, qui va développer un point, etc. Et sur quelque chose d'assez général et consensuel, de façon à ce qu'on dise, finalement, ils ont bien raison sur ce site. C'est intéressant ce qu'ils disent. Et puis, il y a aussi, de façon ponctuelle, des militants qui sont chargés, au contraire, de dénoncer. Ou, par exemple, dans la période actuelle, on le voit actuellement encore, par exemple, alors que la plupart tous les sites d'extrême droite, plus ou moins délicatement, font de l'anti-arabe, anti-musulman, etc., vous avez des militants qui vont être payés, des militants d'extrême droite qui sont payés pour écrire sur les réseaux sociaux « Vive les terroristes arabes, vive le Hamas, vive, etc. » Et donc, de provoquer... il y a peu de gens qui sont capables de dire ils ont bien raison, vive les terroristes. Mais ça fait réagir. Et donc, il va y avoir, au lieu d'avoir simplement quelques personnes... Quelqu'un qui écrit comme ça, vive les terroristes musulmans, etc., où il n'y a pas eu encore assez de morts, il va soulever une foule, des milliers de réactions, de gens qui ne sont pas des fachos, mais qui éprouvent le besoin de réagir, et de réagir sur ce site-là, et en prenant indirectement la défense des thèses d'extrême droite qui y sont développées. Vous voyez comment ça fonctionne ? Et ça fait, en gros, disons que les réseaux sociaux s'étant mis en place pour les extrêmes droites, parce que pour les autres, ça a été beaucoup plus tard. Une des premières, ça a été pendant la campagne je vais me tromper, mais de 2012, présidentielle, où la gauche en a mis en place à ce moment-là. Vous voyez, ça fait déjà quelques bonnes années de retard. Mais quand vous avez plus de 20 ans, que les réseaux sociaux, avec la foule de gens qui les fréquentent, fonctionnent comme ça,
c'est évident que dans l'opinion, ça laisse des traces. Et qu'on arrive au type de réaction qu'on a actuellement, mais on ne va pas voter Marine Le Pen parce qu'on est d'extrême droite ou facho ou raciste, ou etc., mais parce que les autres, on les a tous essayés, et puis là, elle a dit quelque chose d'intéressant sur... Et puis il y a tel site qui a dit que... et j'étais d'accord avec ce qu'il disait. Parce que, bon, forcément, on sera d'accord avec quelque chose qui a été dit un jour. Et on arrive à la situation actuelle. C'est une des explications. Alors, je vous disais tout à l'heure, moi je rejette complètement l'explication qui condamne les réseaux sociaux en disant mais ça rend abruti, ça rend etc., etc. Non, ça permet aux extrêmes droites de faire leur propagande de façon efficace. C'est pas la même chose. Après, bon, d'autres exemples en plus, c'est parfois, y compris, je vous disais, le fait que c'est interactif, qu'on peut répondre, etc. Quelquefois, ça joue des mauvais tours aux gens de gauche ou antifascistes, justement. Il y a quelques années, après les attentats de Nice en 2016, apparaît sur les réseaux le mot-clé « Islam hors d'Europe ». Et le premier soir, ça fait relativement plouf. Il y a quelques centaines de personnes qui réagissent, et puis c'est tout. Et donc, les spécialistes disent, bon, mais ça va, ce mot-clé va disparaître. Bon, les spécialistes de gauche qui suivent ça disent, on est tranquille, ça ne va pas faire un succès. Le lendemain matin, il y a eu 10 000 tweets par heure dans la matinée pour dénoncer ce mot d'ordre. Conclusion, ça lui a fait de la pub, forcément. Alors que il n'y aurait pas eu toutes ces réactions, les spécialistes sont persuadés que par rapport à d'autres différents qui ne mettaient pas aussi brutalement en avance l'islam, etc., d'autant plus qu'après l'attentat de Nice, on ne savait pas encore exactement ce qu'il y avait. Ça paraissait très provocateur, c'était le jour même qu'ils ont lancé ça. Donc, au tout début, ça semble inefficace, ce mot-clé. Dès le lendemain, il y a suffisamment de gens qui se précipitent pour le dénoncer, le combattre, hurler, etc. sur les réseaux, que vous avez immédiatement aussi des gens qui réagissent, l'extrême droite qui réagit en masse cette fois-ci, et ça va durer pendant 15 jours de temps où les réseaux sont consacrés à ça, pour ou contre l'islam en Europe. Mais en même temps, avec la possibilité que ça donne à justement aux extrêmes droites de réapparaître, de réinvestir le jeu. Vous voyez, il y a tous ces jeux-là qui entrent en ligne de compte et qui font que souvent l'analyse qu'en fait la presse, par exemple des réseaux sociaux, de ces choses-là, elle est quand même très superficielle et un peu contre-productive parce qu'on a l'impression qu'il suffirait de les fermer pour oui, mais enfin, les réseaux sociaux apportent aussi des choses par ailleurs. Et puis, ça c'était mon premier point, si vous voulez, je vais être un peu plus rapide pour la suite. Après, qu'est-ce qu'ils disent sur ces réseaux, justement ? Là, j'ai montré comment ils intervenaient, mais qu'est-ce qu'ils disent pour arriver à convaincre les gens petit à petit, à les amener vers des pensées, vers des idées qui sont celles de l'extrême droite, même s'ils ne s'en rendent pas compte ? Il faut faire peur. C'est la première chose. Quand on a peur, on raisonne moins bien. Et donc on peut se laisser attirer émotionnellement. C'est pas nouveau d'ailleurs. Hitler, dans Mein Kampf, écrivait « Pour faire de la propagande, il faut se servir des sentiments et très peu de la raison. » Eh bien, on va se servir des sentiments. Il faut faire peur.
il faut scandaliser, faire réagir par des choses présentées comme scandaleuses. C'est-à-dire qu'on va éplucher sur les réseaux sociaux le petit scandale qui serait passé inaperçu, que ce soit un scandale, ce que vous voulez, sexuel, etc., mais qui s'est passé dans un village qui il y a 50 ans serait passé inaperçu. On le met en avant, parce qu'on sait que ça va susciter des réactions, et qu'en répondant à ces réactions, on va pouvoir orienter la pensée de ceux qui entrent dans le dialogue. C'est un dialogue avec l'extrême droite qu'on fait à ce moment-là, avec les extrêmes droites. Et quand on dialogue avec eux, en plus en ne sachant pas que c'est eux, ben on est mal. Parce qu'on se fait avoir. Donc il joue sur je vous donnerai quelques exemples. Il joue sur la peur, sur le scandale, sur la confusion, essentiellement. La peur, il y a quelques années, certains doivent s'en souvenir, une femme qui s'appelait Farida Belgoul a lancé une journée de retrait de l'école, qui a eu du succès, et pas mal de succès d'ailleurs dans le Puy-de-Dôme. Retrait de l'école parce que on développe à ce moment-là les théories du genre, masculin, féminin, les théories du genre, et que donc, on va parler de sexualité à nos enfants et on va les confondre, on va transformer les petits garçons en petites filles et vice-versa, etc. Farida Belgoul lance ça. Elle est suivie par un certain nombre de mouvements crypto-extrême droite, si vous voulez. C'est l'extrême droite qui est là derrière. C'est en particulier Alain Soral et sa bande. Bon, mais ou des groupuscules musulmans qui sont effarés par ce qu'ils apprennent. Donc il y a tout ça qui réagit. Et sur les nombreux milliers de messages que reçoit Farida Belgoul, il y en a une grande partie qui lui dit quoi? Qui lui dit merci. Parce que sans toi, on aurait peur. On a peur de ce qui se passe pour nos enfants. On t'aime pour tout ce que tu fais. Bravo pour tout ce que tu fais. Tu es une sainte de venir en aide de nos enfants. Ça repose sur quelque chose de totalement fantasmé, totalement faux. Mais il y a des milliers de messages qui arrivent dans ce sens-là, parce qu'ils ont réussi à faire peur, alors peut-être pas à n'importe qui, mais à faire peur à des gens qui n'étaient pas prêts à recevoir ça. Alors évidemment, en ajoutant des mensonges, parce que elle, sur son site, fait attention, si elle connaissait le truc. Mais à côté de ça, les sites qui expliquent que, oui, mais là, on va apprendre aux enfants de maternelle à se masturber en classe. Et ainsi de suite. Ça soulève des réactions. Alors, il y a ceux qui disent, mais enfin, c'est pas vrai. Et on lui dit, mais t'as pas lu ce qu'elle a dit. Nous, on la croit. On est dans la croyance, là. Et ça fonctionne. Et puis, on a peur. On est scandalisé en même temps par ce qu'on lit. Et donc, comment on réagit à ça? Si on essaie de réagir simplement, froidement, en disant « mais lisez les textes ministériels, ils disent pas ça », face à quelqu'un qui est là tremblant et qui envoie ses remerciements parce qu'il a peur pour ses enfants et qu'il les a retirés de l'école pendant une semaine parce qu'il avait réellement peur pour enlever ses enfants de l'école. Il y en a eu des centaines dans le Puy-de-Dôme d'enfants retirés de l'école à ce moment-là. C'est pas trop 4 individus un peu paumés. Hein. Donc, on arrive à jouer là-dessus en disant des mensonges, en faisant courir des rumeurs. Un autre exemple, rapidement. En avril 2013, un jugement du tribunal administratif de Lyon ordonne au préfet du Rhône de reloger 10 familles de Roms qui avaient été expulsées de leur campement. Dans un délai de 4 jours,
sous astreinte de 75 € par jour de retard. Bon, c'est la procédure habituelle et plutôt intéressante en plus. Pour une fois que le préfet prend la défense des Roms, c'était intéressant. Mais sur les réseaux sociaux, ça devient quoi? Immédiatement dans les jours qui suivent, ça devient le préfet, d'abord y compris dans le Figaro par exemple, le préfet est contraint de reloger les Roms. Bon, jusque-là c'est pas trop grave. Mais après, sur les réseaux sociaux, en cas de retard, l'État est astreint à payer 75 € par jour et par personne. Mais évidemment, il se garde bien de préciser que le préfet paiera ça à l'État, c'est une amende, et qu'il ne le paiera pas aux Roms. Mais dit comme ça veut dire, s'ils ne sont pas relogés, on va leur donner 75 € par jour et par personne aux familles de Roms. C'était début avril, ça a duré jusqu'en juillet, l'enflammement, le feu sur les Roms, y compris dans certaines régions, en particulier comme c'était à Lyon, dans certaines régions du côté Rhône-Alpes, des descentes chez les campements de Roms, parce que franchement, c'est scandaleux que ces gens-là touchent 75 € par jour, en plus pour les reloger gratuitement, enfin, etc., quoi. Bon, chez beaucoup en France, il n'y a pas une sympathie énorme pour les Roms, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la population en général. Alors quand vous balancez pendant 3 mois de temps ce genre d'informations massivement sur les réseaux sociaux, c'est évident que votre manque d'empathie pour eux, il risque dans un certain nombre de cas de devenir de l'antipathie carrément. Et donc un soutien à ceux qui les combattent. Et donc un soutien aux extrêmes droites. Qui ont bien raison, parce que c'est un scandale de payer 75 € par jour et par personne à des gens qui... etc., etc. Donc ça se multiplie, ça. Et ça y est, on a gagné quelques voix de plus pour l'extrême droite. Quand le prochain candidat de la région aux législatives ou aux régionales, etc., va discrètement dans une de ses interventions parler des Roms, ça fera tilt. Et il gagnera un paquet de voix de plus. Par des gens qui n'ont jamais milité à l'extrême droite, qui ne sont pas des fachos, ou en tout cas qui ne le savent pas, mais qui vont voter pour l'extrême droite parce que on leur a fait suffisamment peur, on leur a raconté suffisamment de mensonges qu'ils ont cru. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de vérifier. Parce que quand vous avez un site, 2 sites, 3 sites, 15 sites qui disent la même chose, et qui, quelques jours avant, sur ces 15 sites, il y en a 3 ou 4 que vous fréquentiez habituellement, et qui vous avaient séduit parce qu'ils avaient dit quelque chose qui était intéressant, qui vous allait bien, là, vous les croyez, ces 15 sites. C'est pas possible qu'il y en ait 15 qui racontent n'importe quoi. Il y en a 15, mais il y a en fait toujours la même organisation derrière, ou à peu près, les 3 ou 4 réseaux d'extrême droite qui s'occupent de ça sur Lyon, par exemple. Donc, vous avez ce genre de choses-là qui sert, je pense, qui est une explication beaucoup plus plausible que ce qu'on peut entendre souvent, sur la façon... Pourquoi alors que les extrêmes droites, numériquement, n'ont pas des foules d'adhérents, etc., pourquoi elles ont autant de votants, alors que les gens, il y a 20 ans, s'ils avaient voulu voter pour Jean-Marie Le Pen, ils ne l'auraient pas dit publiquement pratiquement, ils ne le disaient même pas. Et maintenant, ils sont en passe de prendre la majorité, ils ont presque la majorité dans le pays, en termes électoraux. Alors en plus, il s'ajoute 2 ou 3 choses que je ne vous donnerai pas des exemples si vous voulez dans la discussion, mais il s'ajoute, on va chercher évidemment à décrédibiliser
la presse, par exemple, la presse, la grande presse. On va décrédibiliser les hommes politiques, tous confondus pratiquement, ils sont tous pourris. On va créer, Jean-Yves Le Gallou qui a lancé ça le premier, des sites de réinfo, en disant la presse vous ment, elle est à la solde de, alors qui vous voulez, hein, ça peut être à la solde du gouvernement, à la solde des juifs, à la solde de, etc., suivant le groupe d'extrême droite que vous avez. Mais elle ment, la presse. Elle est aux mains des milliardaires, ou elle est aux mains, même si c'est vrai parfois, mais c'est pas pour autant qu'elle ment. C'est une distinction d'ailleurs entre... Il y a à gauche un site qui s'appelle, une organisation qui s'appelle Acrimed, et que vous connaissez probablement, qui veille sur la presse, justement. Dire qu'est-ce qu'elle dit, comment elle le dit, quelles influences elle subit, etc. C'est intéressant de voir justement comment fonctionne la presse, avec ses qualités et ses défauts, etc. Jean-Yves Le Gallou et l'extrême droite ont créé un site aussi, qui est un site de surveillance, non pas de la presse, mais des journalistes. Ogim. Oui, c'est Ogim, qui surveille les journalistes. C'est-à-dire qu'ils vont dénoncer un tel qui est à la solde d'eux. Ils vont dénoncer tel journaliste qui, connu, une des journalistes phares de la 2, qui est mariée à un juif, et donc on va la dénoncer discrètement parce qu'on voit bien que c'est orienté ce qu'elle lit, ce qu'elle présente, etc., etc. Donc, on va chercher à décrédibiliser les autres, toujours par le même système, hein, par l'info, etc. La presse d'extrême droite, les journaux écrits, ils sont pas plus visibles et lus que les 20 ans. Hein. Mais ils ont trouvé d'autres moyens de s'adresser et d'entrer en communication, justement, avec l'ensemble de la population. C'est ça l'élément central de leur stratégie, qu'ils ont tous repris, même si, je vous disais, ce sont essentiellement les identitaires qui, à l'origine, ont lancé ça, et puis tout le monde, toute l'extrême droite s'en sert à la utiliser. Si on ajoute à ça quelques individus qui ne savent pas bien où ils en sont et qui, il y a quelques années, on a beaucoup parlé d'un certain Étienne Chouard qui, ça doit vous rappeler quelque chose à certains, qui au moment où le vote sur l'Europe en 2005 avait été annulé en quelque sorte après par le gouvernement, il a pris la défense justement de ce vote, etc. Donc c'était une position qui avait relativement séduit à gauche, bien sûr, puisque c'était aussi la position d'une majorité de la gauche qui trouvait que c'était pas normal, en particulier à Attaque par exemple, beaucoup de gens séduits, etc. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait, Chouard? Au bout d'un moment, il a fini par dire que oui, mais lui, il ne voulait pas faire de la politique, là, il s'en prenait à un défaut du système, en quelque sorte. Hein. Et puis, il ne faut pas couper les ponts avec les hommes. Une vraie démocratie, c'est on parle à tout le monde. Et donc, on parle à tout le monde, ça veut dire que, oui, il va considérer que Thierry Messant, le complotiste qui explique que en 2000, il y a que les tours, le World Trade Center, etc., que c'est pas vrai, que c'est un montage, etc. Il nous dit que ce complotiste-là, Thierry Messant, c'est un homme charmant, calme et cultivé. Et ça lui suffit pour le contacter, lui parler, l'inviter sur son site, etc. Alors après, comme ça ne lui suffit pas, il va essayer un conspirationniste américain. Et puis, il va inviter des gens de droite aussi, genre Dupont-Aignan, etc., ou d'extrême droite. Parce que
ils sont sympathiques. Marion Sigaud, qui était une des animatrices de la journée de retraite de l'école dont je parlais tout à l'heure, ben c'est une femme charmante. Elle est toujours souriante. Et donc, il lui consacre des pages sur son site. Tout en disant que maintenant, il n'est pas d'extrême droite, absolument pas. Il s'en voudrait. Enfin, vous voyez, on a ce genre de phénomène-là, bon, qui font que ça n'aide pas, on peut dire, ce genre de confusion, confusionnisme. Hein, c'est le fait de mêler les différentes façons de voir les choses. Il a le droit de parler à qui il veut en privé, mais pas de les mettre en avant comme personnes publiques intéressantes, dans la mesure où ce sont des gens d'extrême droite, ou des complotistes d'extrême droite, ou des militants, etc. Il trouve qu'il y a des royalistes qui sont très bien, parce que, bon, finalement... Oui, on pourrait parler avec eux et puis peut-être voir si on n'est pas trop excessif dans notre démocratie. Enfin, bon. Donc vous avez ce genre de choses-là. Éventuellement, alors bon, c'est quelqu'un comme Alain Soral, par exemple, ça vous en avez plus entendu parler, je suppose, dont le site porte en titre « Gauche du travail et droite des valeurs, réconciliation nationale ». Bon, c'est l'extrême droite, mais dans la mesure où il veut mettre tout le monde au travail et que c'est officiellement une pratique de gauche, ben ça y est, il réconcilie tout le monde. Il réconcilie avec lui, c'est-à-dire avec l'extrême droite. Bon, donc vous avez toutes sortes de récupérations de ce type-là. Une célèbre, je vais finir là pour ne pas être trop long, mais une célèbre aussi, en 2009, une célèbre affiche du Front National qui écrivait « À celui qui n'a rien, la patrie est son seul bien ». C'est une citation de Jean Jaurès, et donc en dessous, Jaurès aurait voté Front National. Ça a été la campagne du Front National en 2009. Voilà, c'est-à-dire toutes sortes de... À la fois, on décrédibilise les adversaires et on essaie de récupérer tout ce qui va semer la confusion, justement. Tout le confusionnisme qui est toujours propice à ceux qui le lancent, à ceux qui l'organisent. Plus on est confus dans sa tête, plus on se... Surtout... tout le monde ne sait pas ce qu'aurait dit Jaurès, mais il a une image de Jaurès. Il y en a plein comme ça, des choses comme ça. Hein, les sites d'extrême droite, grand public, je veux dire, expliquent à longueur de commentaires qu'il ne faut pas confondre droite, gauche, etc. Il faut faire attention. Le parti nazi national-socialiste, c'était un parti de gauche, puisqu'il était socialiste. Et donc, dans la mesure où il était de gauche, même d'extrême gauche, puisqu'il a été même violent, donc c'était l'extrême gauche, les nazis. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pour s'opposer à l'extrême gauche de ce nazi? On va développer les positions de, qui vous voulez, de Marine Le Pen, des identitaires, etc., etc., en évitant de mettre des croix gammées partout, parce que sinon on serait plus crédible. Puis le nazisme au sens propre n'est pas très représenté dans les extrêmes droites en France. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Il y en a qui sont venus il y a 4 ans parader sur la place de Jaude. Il y en a qui sont organisés en Savoie, il y en a bon, mais c'est très minoritaire. Hein, donc, mais les autres, même s'ils ne se réclament pas de la même chose, sont malgré tout aussi dangereux, parce que justement, ils ne font pas peur. C'est ça leur victoire, actuellement. Alors qu'ils faisaient peur il y a même encore 25 ans, ils ne font plus peur. Et ils arrivent à séduire, à convaincre que finalement, ceux qui disent, ça vaut bien ce que disent les autres, et puis qu'il faudrait peut-être de temps en temps voir à changer, justement parce que, profitant d'une période
comme ce qu'on vit les périodes de crise sociale, de gens qui n'ont pas de boulot, de gens qui, etc., etc. Il y a une misère sociale qui fait que, quand on vous dit, mais celui-là, tu l'as pas essayé, pourquoi tu veux pas l'essayer? Ça arrive à faire tilt quand même. Voilà, j'arrête là pour... Je ne sais pas combien de temps on a. Là, maintenant, il est 9h quasiment 25. On a grosso modo jusqu'à 22h pour échanger, poser des questions, réagir, témoigner. Voilà, donc c'est en gros le résumé succinct de mon livre. Et si vous avez des questions, des remarques ou des critiques, puisqu'on est là pour débattre. Des questions, oui. Bonsoir. Dans ce que tu dis, il y a un truc. Quand tu dis que les réseaux sociaux, ça rend pas abruti. Enfin, c'est pas plus abrutissant. Mais tu nous démontres tout le contraire, je trouve. Enfin, là, c'est de la provocation, Alain, mais si les réseaux sociaux et tout ce qu'ils font là, c'est pour que les sentiments, l'émotion, prennent le pas sur la raison, ça marche, c'est de l'abrutissement. Et c'est de l'abrutissement de masse. Parce que comment on peut faire réfléchir les gens autrement qu'en leur parlant, en leur disant mais non, tu vois, là il y a des mensonges et tout. Je dis pas que c'est la faute des gens. Je dis pas que c'est les gens qui sont abrutis. Mais je dis que ça participe de l'abrutissement. Enfin, si l'émotion prend le pas sur la raison, ça participe de l'abrutissement. Enfin, moi, j'en suis convaincue, mais je suis très vieille, moins que toi quand même, mais vieille. Et franchement, je pense que c'est un fléau. Je pense qu'on ne pourra pas les arrêter, que ça ne sert à rien d'essayer de les fermer, mais que c'est un vrai fléau. Moi, je suis contente d'être vieille et d'avoir vécu autre chose. Oui, juste un mot de réponse là-dessus, tout de suite, avant de prendre les autres. Oui, dans ce cas-là, pour ceux qui se laissent convaincre, entraîner, etc., on peut dire que c'est un abrutissement, si tu veux. Je suis d'accord. Mais, je veux dire, les réseaux sociaux pourraient... Là, ils jouent sur, justement, c'est une stratégie délibérée. Ils jouent sur l'émotion, sur le sentiment, sur la peur, sur etc. Les réseaux sociaux, certains déjà peuvent servir justement à discuter, à échanger, etc., etc. Ils ne sont pas tous comme ça. Donc c'est pas par nature que les réseaux sociaux sont abrutissants. Ils peuvent l'être, ils le sont, je suis d'accord, dans ce cas-là, mais parce qu'il y a des gens qui ont décidé d'en faire leur outil d'abrutissement des foules. À l'époque, je vous citais Hitler tout à l'heure, à l'époque d'Hitler, c'était par d'autres moyens, c'était les grands rassemblements dans les stades, etc., les grandes cérémonies, ainsi de suite, qui servaient à ça, parce qu'il n'avait pas justement les mêmes moyens. Il servait un peu de la radio, un peu beaucoup, mais c'était pas... on ne pouvait pas lui répondre, c'était encore l'étape précédente. Là, l'extrême droite a transformé ce qui pouvait être un échange intéressant, intellectuel, constructif, en un échange abrutissant, je suis d'accord. Mais c'est ce cas-là. Merci pour ton exposé qui était très intéressant, comme d'habitude. Tu as fait une précision, tu as donné une précision sur un certain moment en disant que, au fond, la presse d'extrême droite n'a pas plus d'influence aujourd'hui qu'elle en avait il y a 20 ans. Mais est-ce que, et je pense en particulier au journal Valeurs Actuelles, est-ce que ce n'est pas parce que la presse de droite est devenue elle-même une presse représentative de l'extrême droite et ayant adopté une partie des idées de l'extrême droite?
D'autre part, tant que je suis aux questions vocabulaire et de presse, qu'est-ce que tu as à nous dire comme mot sur les réseaux sociaux, le mot merdia? Le mot merdia qui est couramment employé par l'extrême droite et qui est repris par beaucoup de militants d'extrême gauche, qui montre encore une fois une certaine influence justement du vocabulaire d'extrême droite. Voilà, 2 questions, merci. Oui, bon, sur la presse, effectivement, bon, j'ai simplifié en disant que ce n'était pas plus important qu'il y a 20 ans. Dans les librairies, Valeurs Actuelles est lu davantage sur Internet que sous le format papier. Hein. Donc voilà, c'est un peu ce que je vais dire. J'ai dit que la presse écrite, papier, hein, n'était pas plus importante qu'il y a 20 ou 25 ans. Mais après, bon, c'est vrai qu'il y a d'autres moyens aussi. CNews fait un travail qui remplace ce que fait la presse écrite, etc. Mais justement, on est aussi dans un changement. CNews invite aussi sans arrêt, fait semblant d'avoir des échanges. Hanouna a toujours des invités. Il ne parle pas tout seul. Il ne fait pas de discours. Donc, on est à travers la télévision, c'est pas la même chose, mais on est dans un système d'interactivité qui mime, qui calque les réseaux sociaux d'une certaine façon, et qui donne l'illusion que finalement il accepte des gens qui disent des choses qui ne sont pas d'accord avec lui, ça fait partie du jeu en plus. Le membre de l'équipe de CNews qui est payé pour aller apporter la contradiction à Hanouna, c'est évident et connu. Voilà, donc on est dans ça. Mais ceci dit, je suis d'accord sur la presse. La frontière entre droite et extrême droite, en ce moment, est extrêmement floue. C'est le moins qu'on puisse dire. Après, sur le vocabulaire, oui, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi un des éléments d'influence des extrêmes droites, en particulier les identitaires, par exemple. Hein, c'est eux qui ont le plus développé tout cet aspect vocabulaire, de langage, etc. Il faut absolument faire attention aux mots qu'on emploie. J'ai pas mentionné dans le livre, mais c'est connu aussi, un exemple très clair, c'est le mot « système ». On dénonce, y compris à gauche, on dénonce le système. Pas le système politique, ou le système éducatif, ou le système, etc., ce qui aurait un sens. Mais le système, parfois qu'une majuscule. Ce qu'on oublie, c'est que le mot système, il a été créé une première fois par les nazis. Il y en est question dans l'ouvrage sur la langue du Troisième Reich pour désigner la République de Weimar. Les nazis parlaient du système, ce qui évitait de désigner une politique particulière. Et il a été relancé, le mot système, il y a en gros, pareil, 25 ans, quoi, par l'extrême droite française. Marine Le Pen est une des premières à s'en être servie, mais largement suivie après par, ou accompagnée autour de gens comme Dieudonné ou comme également Soral, par exemple, parce que ça évite justement. C'est une façon de créer la confusion. Ça évite de mentionner contre qui on est. On est contre la droite, on est contre la gauche, on est contre le système. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure pour l'extrême droite, ils sont tous pourris. C'est le système avec une majuscule. Et à ce moment-là, on est beaucoup plus facile à faire passer des messages d'extrême droite parce qu'il n'y a plus cette opposition entre droite et gauche ou entre extrême droite et le reste. C'est le système, c'est noyé là-dedans. Et malheureusement,
la presse s'en est emparée parce que, Marine Le Pen l'employait, parce que Soral inondait son site à lui d'articles sur le système. Donc c'est devenu public, populaire pratiquement, ça a été repris. C'est très clairement parler du système, dire qu'on combat le système, c'est très clairement se mettre dans la position de l'extrême droite qui, justement, refuse l'opposition droite et gauche, refuse l'opposition, la lutte de classe, évidemment. C'est le système, c'est-à-dire tous les autres, sauf moi, sauf l'extrême droite. Et à partir du moment où on emploie le même mot qu'eux, là aussi, ça rejoint ce que tu disais à l'instant, on emploie de plus en plus de mots comme ça qui ont été initiés par l'extrême droite, parfois avec un sens légèrement différent. On n'y met pas forcément la même chose que ce qu'y met Soral. N'empêche qu'on emploie le même mot et que ça nous évite de poser la question politique, justement, en termes politiques, qu'est-ce qu'on combat ? On combat le système. C'était un des reproches que je faisais, malgré tout ce qu'on peut trouver d'intéressant dans ça, aux Gilets jaunes, par exemple. Une mobilisation importante, qui aurait pu être intéressante, justement, et qui débouchait sur un combat le système. Et qui fait que, y compris à Clermont, il y avait des gens qui défilaient avec des slogans d'extrême droite au milieu des autres. Ou qu'il y avait les intégristes cathos de Civitas qui manifestaient aussi. Enfin, vous voyez, parce que le système, tout le monde peut d'une certaine façon le récupérer. Et il n'y a plus d'approche politique, ça la noie, ça la fait disparaître. Au profit de qui ? Évidemment, de ceux qui sont ni de droite ni gauche, c'est-à-dire les nationalistes révolutionnaires, le Rassemblement national dans sa nouvelle version. Elle est plus quasiment ni à droite ni à gauche, elle a même mis de côté le problème de l'Europe, le problème de... elle est prête à trouver des arrangements pour certains immigrés, enfin, etc. On n'est plus... on n'est plus ni à droite ni à gauche. Il faut faire œuvre de bon sens et lutter contre le système. Et ça permet en même temps, par exemple, aux antisémites de mettre sous le mot système, c'est un de leurs mots favoris aussi. Si vous lisez Rivarol, il y a le système à toutes les pages. Parce que le système, c'est les juifs qui dominent le monde. On ne lit pas assez la presse d'extrême droite. Parce qu'on réagirait beaucoup plus si on la lisait. Oui, bonsoir et merci pour votre livre. Moi, j'ai une question. Vous avez déjà répondu relativement à ma question. Est-ce qu'on peut analyser l'évolution de l'extrême droite d'une façon isolée,